Alors le thème de cette table ronde, c'est donner un sens à l'économie. Alors donner un sens à l'économie, aujourd'hui, ça peut paraître compliqué quand on voit que la précarité, le chômage qui se maintient et les conditions de travail qui se dégradent, on a l'impression que c'est un peu comme une finalité aujourd'hui. Mais Romain Sétine, vous nous dites qu'il y a une économie qu'on peut aimer et que la morosité ambiante n'est pas une fatalité. Oui, c'est vrai que, bon, on l'a déjà beaucoup dit jusqu'à présent, c'est ce que portent principalement les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce qui nous intéresse, et on le voit en particulier, vous parliez des étudiants de Sciences Po qui aujourd'hui se passionnent véritablement pour le sujet. C'est vraiment on le sent, c'est une économie qui a du sens et du coup qui en même temps est concrète et trouve des solutions. Et ce qui est fort, je pense, c'est que c'est une économie qui a vocation à vraiment irriguer et à, plus que ça, interroger l'ensemble de l'économie. Parce que ce qui nous a intéressé, en particulier, vous parliez du livre L'économie qu'on aime, c'est de se dire en quoi les pratiques de ces entreprises, on parlait peut-être de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de ces entreprises de territoire, réinterrogent les idées reçues en économie. On ne peut entreprendre que pour une vocation patrimoniale. C'est mis en pièces, démonté tous les jours par les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. On ne peut pas, et c'est une vraie question évidemment qui interroge l'ensemble des acteurs économiques et politiques, aujourd'hui, on peut courir après la croissance, on peut essayer évidemment d'avoir le maximum d'influence sur la macroéconomie, mais aujourd'hui, nous pensons qu'il va falloir penser un monde sans croissance ou à croissance très faible. Et du coup, dans ce contexte-là nouveau, les hommes politiques, les responsables politiques qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, aux entreprises de territoire, ont, à mon sens, un coup d'avance parce que c'est ces entreprises de territoire, ces entreprises de l'ESS qui réinventent ici et maintenant des façons de créer de l'emploi. Alors, juste un exemple, on en a beaucoup, mais un exemple qui est emblématique, dont on a pas mal analysé le modèle, c'est, pour vous emmener hors de Paris, si vous voulez bien, et pas non plus dans le sud-ouest, mais dans la Drôme, c'est le groupe Archer, qui est vraiment emblématique, que un certain nombre connaissent, mais qui justement est intéressant parce que ça incarne beaucoup de choses. Le groupe Archer est au départ une association intermédiaire, donc une structure d'insertion par l'activité économique, qui, dans les années 90, et vous savez que Romans était la capitale de la chaussure, avec des délocalisations massives, s'est dit, on ne peut plus continuer à insérer des gens. Et on parlait d'emploi durable à l'instant, on ne peut plus continuer à insérer des gens si derrière il n'y a pas d'emploi. Et du coup, comment moi, acteur du territoire, acteur de l'économie sociale et solidaire, j'arrive à inventer de nouvelles solutions pour ma finalité qui est créer de l'emploi sur le territoire. Et donc là, dans ce cadre-là, je ne m'interdis rien. Je fais des relocalisations, je fais deux rachats d'entreprises et je développe de nouvelles activités et je coopère avec les acteurs. Et donc c'est vraiment intéressant, juste comme exemple, et il y en a beaucoup, pour se dire que ces entreprises de l'ESS, ces entreprises de territoire, inventent aujourd'hui vraiment l'emploi de demain. Et c'est celles-là qui sont encore, et on en parlait effectivement ce matin avec la ministre, qui sont beaucoup plus connues aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans, mais c'est encore tout un champ à développer, à explorer, parce que ça marche. Oui, merci. Jonathan Jérémias, vous, effectivement, faites partie de ces entrepreneurs qui avaient créé beaucoup de choses. Vous, est-ce que c'est avant tout une vocation, plus que donner un sens, c'était vraiment une vocation pour vous? Vous avez à peine posé la question, vous me disiez ça en préparant la table ronde, si ça avait du sens ou pas. Vous avez dit que c'est nécessaire, c'est comme ça que ça doit marcher. Alors, moi j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai un DEA de sciences politiques, donc j'ai pas du tout eu de formation d'entrepreneur, mais mon petit job pendant mes études, c'était de recruter des adhérents pour Greenpeace dans la rue. Et puis j'étais passionné de politique, j'ai participé au début du mouvement altermondialiste en France. Mon premier exposé de première année de doc, c'était en économie, c'était sur le contre-sommet de Seattle en 99. Donc moi, c'est vrai que à la fin de mes études, quand j'ai hésité entre continuer en doctorat, faire de la politique d'une manière ou d'une autre, ou bosser dans une ONG,
et que je me suis retrouvé à avoir l'opportunité d'entreprendre, il m'a semblé naturel de le faire sous la forme de l'entrepreneuriat social. Maintenant, je pense que toutes les formes d'entrepreneuriat sont nécessaires et utiles, et je pense qu'il faut essayer d'emmener l'économie classique via la RSE vers un modèle qui est plus partageur et coopérateur. Et puis il faut rester exigeant avec les acteurs historiques de l'ESS, parce que on a coutume de dire au mouvement des entrepreneurs sociaux que statut n'est pas vertu. C'est pas juste une phrase, c'est fondamental d'avoir ça en tête. Puis bon, moi j'ai une autre partie de mon parcours d'entrepreneur qui est liée à une histoire personnelle. J'ai un petit frère qui a eu un accident de ski devant mes yeux et qui est devenu paraplégique suite à cet accident, et qui quelques années plus tard est devenu champion du monde de tennis en fauteuil. Et on a souhaité partager cette expérience une dizaine d'années plus tard en créant 2 structures, une entreprise sociale et une association. Voilà, puisque moi j'avais ce parcours d'entrepreneur qui me permettait de traduire ça comme cela. Oui, Nathalie Taral, le parcours de Jonathan Jérémias nous fait aussi dire que c'est un secteur qui peut être vraiment créateur d'emplois, comme disait tout à l'heure Romain Sétine, et qui peut même se pérenniser dans le temps. Alors avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie que j'aime parce qu'elle donne du sens à mon métier de banquier coopératif. Effectivement, c'est un secteur qui est extrêmement prometteur en termes d'emploi, et je voudrais évoquer 2 secteurs, plus particulièrement un secteur qui est assez récent pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui est celui de la filière de l'énergie, avec de belles initiatives sur les territoires, notamment dans le domaine de l'éco-construction. Alors, comme exemple, on pourrait donner la construction de logements socio-écologiques, par exemple. Dans les transports alternatifs également, Anne-Sophie en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des initiatives très intéressantes dans le domaine du covoiturage, par exemple. Et puis également dans tout ce qui est conception, installation, production d'énergie. Et on pourrait citer un très bel exemple avec la SCOP Energecop, par exemple. Un autre domaine beaucoup plus ancien pour l'économie sociale et solidaire, c'est la silver economy, l'économie du vieillissement. Alors j'ai essayé de chercher quelques statistiques, et selon l'ADRAS, qui est la direction de l'animation, de la recherche et des statistiques, c'est une filière qui pourrait permettre de créer à horizon 2020 300 000 emplois, dont une bonne partie dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est très important parce que ces emplois-là ne sont pas délocalisables. Et puis, ce qui est super également dans cette filière, c'est que c'est un secteur où on voit que les acteurs ESS ne manquent pas d'imagination et font montre de beaucoup d'initiatives et d'innovations sociales. Alors, je vais donner 3 exemples, parce que mon temps de parole est compté. Le premier exemple, c'est celui des crèches intergénérationnelles, qui permet de faire coexister des crèches avec des maisons de retraite. Et là, je trouve que c'est un formidable moyen, façon de briser les ghettos et de créer du lien social. Le deuxième exemple, c'est celui des logements intergénérationnels, donc qui permettent de faire cohabiter des jeunes qui sont en recherche d'emploi, de logement, pardon, et des seniors qui recherchent de la compagnie ou de l'aide ou un petit complément de revenus. Et là aussi, on voit que c'est une approche très citoyenne, très généreuse. Le dernier exemple que je voudrais donner, c'est celui du maintien à domicile, avec des initiatives de création de réseaux de coordination sur les territoires pour les personnes dépendantes, en créant des réseaux coordonnés ambulatoires. Et dans ce domaine-là, la Fondation Caisse d'épargne pour la solidarité a initié un projet dans le Haut-Vivarais qui touche 5 cantons et qui s'appelle MADO. Effectivement, c'est la recherche de sens dont vous parliez. Elle va aussi parfois au-delà de l'ESS.
Vous me disiez, Sophie Novelle, en préparant cette table ronde, qu'il y avait une multitude d'initiatives, notamment dans l'économie collaborative. Racontez-nous un peu tout ça. Oui, alors moi j'ai un peu fait comme Jonathan. J'ai été très touchée par ce qui s'est passé en 99. J'ai fait un doctorat. Et après ma thèse, j'ai décidé de me consacrer à l'émergence de cette nouvelle économie, parce qu'elle me passionne. Et que j'ai appris la finance internationale sans le sens qu'on souhaite y mettre ici. J'observe depuis toutes ces émergences, et l'économie collaborative se développe en France depuis, on va dire, 2008-2009. On est un pays pionnier, et ça se développe à une vitesse grand V. Alors, ça a beaucoup d'atouts, l'économie collaborative. On a évoqué quelques initiatives ici. C'est très vaste, c'est un peu un fourre-tout. On parle de consommation collaborative, d'économie du partage, de production collaborative, de finance participative, de gouvernance partagée, d'éducation massive, ouverte. Donc il y a beaucoup de jargon, beaucoup de termes qui émergent. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'entreprises et d'aventures humaines derrière. Donc, dans le dernier livre, La vie chère, que vous avez cité, j'avais référencé 450 à 500 entreprises. Alors, il y a aussi le risque d'être un peu dans une bulle du collaboratif. On verra dans 2-3 ans ce qui aura vraiment fait bouger les fondamentaux. Et je pense qu'en matière de covoiturage, d'autopartage, de jardins partagés, de recyclerie, de Fab Lab, de coworking, indéniablement, il y a une ébullition. Et ça, c'est fait pour durer. Après, il y a des choses qui sont parfois un petit peu plus anecdotiques. L'important, c'est que cette économie collaborative, c'est une petite sœur de l'économie sociale et solidaire, mais ce n'est pas tout à fait identique. Donc, ils partagent certaines valeurs, elles partagent certaines valeurs, mais il y a un lieu de rencontre à provoquer qui, parfois, ne se fait pas. Donc, sur des initiatives comme La Ruche qui dit oui, clairement, là, il y a une approche qui relève de l'économie sociale et solidaire. Mais on peut avoir un débat sur la question des statuts. Idem sur d'autres entreprises comme Ecosphère ou comme d'autres qui ont été chercher l'économie sociale pour garantir aussi leur approche collaborative. Mais voilà, il y a encore des efforts à faire pour que ça se rencontre, que ça se modernise aussi d'un côté et de l'autre. Mais en parallèle à toutes ces initiatives remarquables, dans le giron de l'ESS, disons, il y a de nouveaux défis auxquels doit faire face le monde de l'économie sociale et solidaire. Ce sont notamment la réduction des financements des pouvoirs publics locaux et nationaux, sur laquelle peut-être historiquement le monde de l'ESS est beaucoup appuyé. Donc c'est un nouveau paradigme, Natacha Ittaral, qui implique, j'imagine, de nouvelles réflexions. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une baisse des financements publics qui bouscule un petit peu le modèle économique des acteurs de l'ESS et qui va naturellement amener ces acteurs à essayer de chercher de nouvelles sources de financement. Alors vous m'aviez demandé d'évoquer des solutions anglo-saxonnes, donc je vais prendre un petit peu un contre-pied. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il existe de nombreux dispositifs pour permettre à des entrepreneurs de l'économie sociale de se lancer ou de se développer et qui restent assez méconnus. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 90% des acteurs de l'ESS qui ont un budget de fonctionnement inférieur à 1,5 million d'euros. Donc avant de parler de solutions anglo-saxonnes, je voudrais revenir sur quelques dispositifs. Alors, pas tous les dispositifs parce qu'on y passerait une partie de la nuit. Je voudrais me concentrer sur 4 dispositifs qui font un petit peu le pendant des subventions publiques, à savoir des dispositifs de financement qui sont sans charge d'intérêt pour les entrepreneurs. Le premier dispositif, ce sont les prêts d'honneur que certains réseaux consentent, notamment le réseau Entreprendre, qui a un avantage également, c'est qu'il propose d'accompagner le porteur de projet. Et cet accompagnement, pour moi, est essentiel parce que c'est une des clés de la réussite des projets, notamment les projets nouveaux. Ensuite, il y a un deuxième dispositif qui est davantage connu, c'est le mécénat d'entreprise. Il faut savoir qu'en France, il y a 30 000 entreprises qui consacrent des subventions de mécénat. Et c'est une manne quand même de plus d'1 milliard d'euros, ce qui n'est pas neutre. Et je vais vous donner un exemple que je connais bien, c'est celui des caisses d'épargne, puisque en 2013, les caisses d'épargne ont versé 21 millions d'euros de subventions
pour accompagner 1200 projets sur les territoires. Et là aussi, la particularité, c'est que chaque porteur de projet est accompagné par un administrateur bénévole. Le troisième dispositif, qui est sans doute encore méconnu, c'est le contrat, alors attendez que je ne me trompe pas de terme, c'est le contrat d'apport associatif sans intérêt de France Active, et qui a l'avantage d'être assimilé en quasi-fonds propres. Et puis le dernier dispositif qui prend de l'ampleur, et c'est une très bonne chose, ce sont les placements solidaires ou de partage qui sont réalisés par les particuliers. Alors il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce point de vue, mais ça progresse et c'est tant mieux. Pour revenir aux solutions anglo-saxonnes, je ne vais pas non plus évoquer tous les dispositifs qui existent. Non, de toute façon. Je parlerai des financements participatifs qui a été abordé tout à l'heure en partie par Madame la Ministre, notamment au travers des plateformes de crowdfunding qui permettent effectivement à des entrepreneurs de solliciter des prêts, parfois même sans intérêt, ou des dons. Et dans ce domaine-là, je voudrais profiter d'être là pour faire une petite annonce, puisqu'en 2015, la Caisse d'épargne lancera une plateforme de collecte de dons en ligne pour les associations et les fondations. Alors vous me direz, ça existe déjà. Oui, mais cette plateforme sera accessible depuis le portail de la Caisse d'épargne, sur lequel il y a 14 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et on espère que ça permettra d'avoir un véritable effet de levier en termes de dons par Internet. Le deuxième exemple, qui fait débat en France, au Canada également, c'est le principe de l'obligation à impact social. Alors qu'est-ce que c'est qu'une obligation à impact social? En fait, c'est un programme social qui repose sur un contrat basé sur des résultats, dans lequel les pouvoirs publics s'engagent à rembourser les investisseurs des entreprises sociales à partir du moment où il y a une amélioration significative des résultats. Donc l'investisseur prend le risque, peut recevoir un dividende qui va être payé par les pouvoirs publics si et seulement si le projet réussit. Donc ça fait débat, pourquoi? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est l'obligation de résultat. Et la deuxième, c'est une crainte d'une privatisation, en quelque sorte, à grande échelle du social. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourra se passer de ce type d'outil en France? Peut-être pas. Madame la Ministre, tout à l'heure, faisait référence à une nouvelle donne issue de la loi sur l'économie sociale et solidaire, à savoir la possibilité pour les associations d'émettre des titres associatifs. Je crains que pour certains secteurs qui aujourd'hui ont des rentabilités très ténues, voire juste à l'équilibre, ça ne soit pas possible parce qu'elles n'auront pas la possibilité de rémunérer ces titres associatifs. En quelque sorte, sont en fait des conceptions en fait, de l'ESS qui s'affrontent un peu. Voilà. Peut-être passer la parole à Anne-Sophie Novelle pour nous expliquer un peu. On voit qu'il y a... Oui, il y a plusieurs conceptions qui, en quelque sorte, qui s'opposent sur l'économie sociale et solidaire. Quelles sont-elles aujourd'hui, concrètement Historiquement, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais historiquement, il y a quand même une histoire autour des statuts, avec une vision qui était défendue par le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est un courant qui vient des États-Unis avec l'entrepreneuriat social, qui n'était pas forcément dans la même veine que l'ESS tel que porté en Europe, en tout cas en France. Il me semble qu'avec la nouvelle loi, ça va peut-être arranger tout ça. Après, il y a aussi, je parlais tout à l'heure de la rencontre de l'économie collaborative et de l'économie sociale et solidaire, où là, il y a beaucoup de questions en ce moment. Je pense qu'il y a des valeurs partagées en termes de contribution, de confiance, de lien social, de volonté de moins surconsommer. Après, peut-être qu'elle s'oppose dans le sens où l'économie sociale et solidaire, c'est quand même
un homme, une voix, avec une collaboration qui est peut-être conçue de l'intérieur des organisations, alors que dans l'économie collaborative, je dirais plutôt qu'on conçoit ça plutôt vers l'extérieur, en fait, avec une économie en réseau par les pairs. Et donc c'est là qu'il y a peut-être un travail à faire pour que les deux apprennent les uns des autres. Après, peut-être que dans l'ESS, on peut faire rentrer un peu plus d'agilité, de fluidité, qui est souvent quelque chose qui lui est reproché. Donc, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ça progresse. Et dans ce qu'on observe aujourd'hui sur le territoire, il y a une formidable créativité. Ça a été dit, il y a des réseaux qui se mettent en place et qui savent dupliquer, répliquer des initiatives à droite à gauche. Et on est en train de vivre une période que je ne crois pas, enfin je suis encore jeune, mais je ne crois pas que ça soit développé jusqu'à maintenant comme ça. Donc voilà, des jeunes comme Picket for Change qui se disent, nous on a 20 ans, 25 ans, on veut transmettre ce goût d'une économie différente à des plus jeunes, leur apprendre à comprendre ce qu'ils veulent faire, comment ils doivent le faire, etc. Ça, je trouve ça assez formidable. Et donc on peut que les encourager. Oui, Jonathan Jérémia, justement, vous êtes proche du mouvement des entrepreneurs sociaux. Pour vous, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir, d'un côté, vous me disiez ça aussi en préambule, à s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles innovations, mais il faut être cohérent, il faut garder cette finalité sociale au final. Bon, là, je parle en mon nom propre. Le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est un mouvement récent qui est très dynamique et auquel je crois dans son message, etc. Mais en fait, juste une petite réaction sur tous les dispositifs qui ont été évoqués, et puis la question de la subvention, de l'aide, etc. Là, je vais faire un peu ma caricature d'entrepreneur. Mais moi, je ne savais rien de tout ça quand j'ai développé mes structures, quand je les ai développées avec des équipes, etc. Je ne savais même pas que j'étais entrepreneur social à l'origine. Donc il se trouve que je me suis imposé une politique de RSE exigeante, que j'ai voulu partager les richesses avec les collaborateurs en fin d'année, que je les faisais participer à la décision. Alors ensuite, en montant une SCOP, en montant une association loi 1901 ou une SAS sociale, alors là, j'ai tout d'un coup été plus reconnu dans le secteur. On a commencé à m'inviter à des tables rondes, etc. Mais en réalité, moi, je pense que ce qui est fondamental dans l'économie sociale et solidaire, dans l'entrepreneuriat social, en gros, c'est d'avoir des personnes qui ont des convictions, des valeurs, un projet, qui sont passionnés, qui sont prêts à travailler beaucoup. Alors ensuite, que ça se traduise dans une SCOP, dans une SAS sociale, dans une association ou autre, bon. Et puis, il ne faut pas, à mon avis, trop compter, même s'il faut avoir l'œil sur les trophées, les aides diverses et variées, les appels à projets. Il faut quand même surtout d'abord se demander est-ce que ce projet il va être viable économiquement, durablement, indépendamment de toute aide. Après, les aides sont bienvenues, l'accompagnement est bienvenu, mais c'est dangereux parce que moi je connais des entrepreneurs qui font la course aux aides, mais en fait qui n'entreprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher des partenaires directement ou des clients, etc., qui perdent du temps et qui mettent des années, qui gagnent d'ailleurs des trophées, plein de choses, mais qui produisent rien, en fait. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante. Après, moi je pense que si vous voulez, pour faire allusion à la loi sur l'ESS qui est passée récemment, qui a une avancée, qui a une reconnaissance, etc., elle est inclusive dans la mesure où elle fait entrer les SAS et les SARL sociales, mais en réalité, elle ne va pas au bout puisqu'elle leur fait montrer patte blanche bien plus qu'elle ne l'exige des anciens historiques de l'ESS. Concrètement, juste un exemple, pour être une SAS sociale reconnue solidaire, en tout cas là je fais allusion à l'agrément solidaire, il faut qu'il y ait une limitation de rémunération des dirigeants statutaires, à laquelle moi je suis favorable. Il faut que l'activité et que l'objet social soit de nature à réduire la rentabilité de l'activité, ce qui au passage est une absurdité. Il faut 2-3 contraintes comme ça supplémentaires qu'on n'impose pas du tout aux coopératives, aux mutuelles, aux associations. C'est comme si on avait voulu être inclusif ou ouvrir, mais en freinant quand même des cas de fer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être très ouvert. La question fondamentale, c'est la question de l'utilité sociale, de l'impact social.
Ensuite, les structures redistribuent plus ou moins le bénéfice en fin d'année, partagent plus ou moins la gouvernance, ont un objet social qui est plus ou moins tourné vers l'intérêt général, et c'est à cette aune qu'on peut mesurer leur utilité sociale. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une association loi 1901 qui fait la promotion des mines antipersonnelles. Elle sera dans l'ESS. Elle fera partie de l'ESS. Là où vous pouvez avoir une PME qui n'a pas statutairement d'engagement de limitation de rémunération de dirigeants ou de partage du bénéfice, mais qui produit de l'énergie uniquement issue d'énergie renouvelable, d'électricité uniquement, et qui ne fera pas partie de l'ESS telle que le définit la loi actuellement. Donc voilà, il faut faire attention à toutes ces catégories. Et je pense qu'il y a encore du boulot législatif pour affiner et rationaliser cette question d'économie sociale. Donc vous êtes encore autour de l'impact social. Romain Sétine, peut-être un commentaire avant de donner la parole à la salle, si on a le temps, sur tout ce que vous venez d'entendre. Non, mais je pense que c'est intéressant par rapport à ce que disait Anne-Sophie et ce que disait Jonathan, sur, finalement, on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a le sentiment on est content, tous les acteurs qui sont sur ce sujet, de se dire l'ESS est aujourd'hui un sujet, les journalistes en parlent, et des responsables politiques le font. Je pense qu'il y a aussi, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit trop bisounours, hein, même si on s'aime beaucoup, je crois qu'il y a un risque quand même, et une opportunité, pour faire genre binaire. Un risque, c'est que justement, et je m'adresse aussi aux élus en charge de l'ESS, c'est de finalement catégoriser ce champ-là à justement à un élu qui va le porter avec toute sa force et sa conviction, avec du coup une équipe, mais du coup on affirme le secteur, mais en même temps on a le risque de le limiter. Donc, mais c'est le risque, on va pas, enfin je veux dire, on en est là aujourd'hui. Donc ça va être le chantier de demain, c'est comment on arrive à le faire rentrer et à ce que tout le monde, alors si on parle des collectivités locales, tout le monde connaisse, mais tout le monde se dise qu'est-ce que moi dans mon champ ça peut m'évoquer comme innovation et comme travail. Et donc, voilà, et c'est un champ, du coup, qu'on a finalement délimité, qu'on a promu, c'est super, et maintenant qu'il faut pouvoir, et je rebondis sur ce que disait Anne-Sophie, ouvrir avec l'économie collaborative, avec, mais peut-être pas toutes, évidemment, enfin, on ne va pas rentrer dans le débat, avec les PME, les entreprises qui créent de l'emploi sur les territoires qui ne sont pas de l'ESS, du coup, où on peut avoir des ponts, et c'est ça qu'il faut vraiment promouvoir, et c'est vraiment, à mon avis, la nouvelle frontière. Attention à ne pas s'enfermer, nous, aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire. Maintenant, on se connaît, on se reconnaît, maintenant, il faut aller de l'avant pour conquérir l'ensemble de l'économie, je pense. Merci Romain Sétine.